François ? Oui, excusez-moi, je suis un petit peu gêné. Il y a des choses évidemment intéressantes, pertinentes. Vous êtes un peu spécialiste des questions que vous abordez. Mais Natacha Polony, pardon, vous êtes agrégée de lettres, ce qui est un diplôme qui permet d'enseigner. Vous avez choisi de faire du journalisme. Vous avez peut-être tourné le dos d'ailleurs à la transmission. Non, mais c'est une question qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on peut quitter le bateau lorsque le bateau coule. Il y a un certain nombre, en effet, de gens qui sortent des grandes écoles ou qui ont des concours d'enseignement et qui n'enseignent pas. C'est un choix, mais c'est tout de même assez révélateur. D'autre part, quand vous dites que le système d'enseignement, à partir d'un certain nombre de considérations, où on pourrait mélanger Finkielkraut, Pascal Bruckner, un ensemble de lieux communs, de gens qui n'enseignent plus, qui ne connaissent pas la réalité de l'enseignement, en imaginant qu'il y a le lycée Henri IV, et le reste est une sorte de catastrophe. Mais c'est faux. Moi, écoutez, j'ai enseigné longtemps la philo dans un lycée, et pas dans des lycées parisiens. Ce que vous dites est faux. Il se trouve simplement que l'état de la culture s'est transformé, que les conditions sociales sont évidemment différentes, que si vous enseignez dans un endroit, dans une banlieue où il y a des populations d'origine immigrée, il est clair que les conditions de la transmission ne se font pas, mais pas simplement de manière abstraite, comme vous le dites. D'autre part, quand vous parlez de l'Europe, en disant qu'on a retiré de l'Europe le discours sempiternel, pourquoi vous n'avez pas parlé de l'identité chrétienne? Ça aurait peut-être été plus clair. Lorsque l'on dit on retire de l'Europe ses sous... Mais de quelle Europe parlez-vous? Vous parlez de l'Europe du XVIIe, de l'Europe du XVIIIe? C'est vrai. L'Europe du XVIIe, celle de l'honnête homme. Mais l'Europe aujourd'hui, telle qu'elle a été construite, c'est une Europe purement formelle, qui donne d'ailleurs des leçons formelles à l'humanité. Cette Europe, en effet, n'a pas de contenu. C'est pas parce que vous allez introduire dans un texte européen une référence à Thucydide ou à je ne sais quel auteur que vous allez donner un contenu à cette Europe. Ce rêve dont vous parlez, c'est un rêve purement abstrait. Par conséquent, il y a un côté, de votre part, d'une manière d'asséner des opinions. Ce sont des opinions, et ce sont des opinions que l'on trouve dans une certaine presse. Vous avez le droit, mais n'énoncez pas ça comme des vérités établies. Ce ne sont pas des vérités établies. Alors Natacha, là, il va falloir répondre rapidement, parce qu'on a presque fini, et la question est dure. Mais je vous laisse le temps. D'accord. Enfin, comme chacun le sait, je suis un idéologue de gauche particulièrement patenté, mais de gauche un peu lucide. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté de ce discours-là, c'est qu'on voit les effets en termes de classe sociale que le discours qui est le vôtre peut avoir. Simplement parce que prenons une certaine classe de la société française qui suffit à remplir Sciences Po dans toutes les dimensions du nombre d'étudiants annuels nécessaires. Prenons le grand-père, par exemple, ou peut-être l'arrière-grand-père peut être préfet. Vous avez par ailleurs des enseignants, pas des instituts, je veux dire, dans la barque. Vous avez des gens, enfin un ingénieur polytechnicien. Vous avez en fait une famille élargie, bien dotée, à la fois économiquement et en termes de capitaux culturels. Vous les posez dans une carte scolaire normale, c'est-à-dire où la déstructuration du savoir de base, ne serait-ce que de l'orthographe, ce dont j'avais parlé, produit un effet tout à fait simple. La famille comprend tout de suite. Les parents directement des enfants travaillent trop pour pouvoir assurer la transmission du savoir. Les les grands-parents sont immédiatement mis au boulot pour fournir le savoir, c'est-à-dire être un substitut du lycée classique des années 1950, pour faire effectivement le programme qui n'est plus fait dans les écoles, et pour préparer la population. Là, et puis la famille est mise à profit. Un 5 pièces décent dans une bonne carte scolaire du 5e arrondissement, c'est aux alentours de 1,2 million en euros. Et puis voilà. Et donc vous avez une espèce d'égalitarisme d'affichage qui va de pair avec des stratégies très claires de gens disposant tout à la fois de bonnes ressources économiques, de bonnes ressources culturelles, et en plus ils sont de gauche, donc avec de bonnes ressources de bonne conscience, qui leur permet effectivement d'accéder avec une quasi-certitude à Henri IV en relativement peu de temps.
Vous avez de l'autre côté, effectivement, des classes moyennes en ascension. Le père, technicien, a à peu près réussi à se placer. Les enfants font un DESS de psycho. La fille souhaite absolument avoir des activités de psychologie pour enfants. Et en fait, la confrontation d'un bac+5 au DESS de psycho et la réalité du monde du travail fait que, plutôt que d'aller dans aider en psychopédago pour des enfants de 5 ans, le seul employeur qui se présente, c'est effectivement le seul employeur solvable en psychologie actuellement, ce sont les maisons de retraite pour gérer effectivement les problèmes psychiatriques et psychologiques des octogénaires. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ce type d'organisation sociale, il faut y réfléchir à 5 fois avant de voir ce qu'elle signifie pour la transmission d'une société de classe moyenne de haut niveau de connaissances dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un défaut de responsabilité de l'organisation sociale, et effectivement, vous avez la reconstitution de classes dans un contexte où nous sommes tous de gauche super sympas pour l'orthographe phonétique pour tous, mais la réalité des choses, c'est que ce sera vrai pour 70% de la population située en bas. Les autres en sortiront de façon tout à fait naturelle et spontanée. Natacha, et puis il y a une question dans le fond ensuite. Oui, juste les arguments que vous m'avez donnés contre ce que je dis vous avez fait un condensé à peu près de tous les arguments que j'entends depuis que j'ai commencé à travailler sur l'éducation. Donc on peut les prendre dans l'ordre. Premièrement, oui, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Et non, ça n'est pas une désertion. Et je crois que je suis aussi utile dans ce que je fais aujourd'hui que je l'étais en tant que professeur, parce que ce sont 2 métiers différents, mais j'essaye de concourir humblement à l'amélioration du système. C'est d'ailleurs pour ça que je suis restée journaliste sur les questions d'éducation. C'est bien parce que ça m'intéresse. Et si j'ai démissionné, c'est justement parce que j'estimais qu'on ne me laissait pas faire mon métier tel que j'aurais voulu le faire, tel que je le concevais. Et que je me suis sentie plus utile, d'abord en m'engageant en politique, ce que j'ai fait un temps, puis ensuite en tant que journaliste pour porter cette parole. Alors vous dites que cette parole serait, et ça c'est le discours que j'entends aussi assez souvent, dominante, une sorte de vulgate, etc., de la part de gens qui ne connaissent pas la réalité, qu'il y ait eu quelques essayistes qui aient, depuis les années 80, tenu ce discours-là, ils n'ont jamais été majoritaires et certainement pas dans les instances décisionnaires. La preuve, il suffit de regarder ce qu'est le système éducatif aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les rêves d'Alain Finkielkraut, vraiment pas. Et ensuite, tout cela, finalement, est encore un déni de réalité absolue. L'intérêt de l'enquête PISA que je citais tout à l'heure, la première version est parue en 2000, c'est justement que ça a mis fin à des années de dénégation où on nous expliquait que c'était merveilleux, que le niveau montait. Et on a eu des bouquins, le bouquin de Bobéro, le niveau monte, etc. Tout ça était formidable. Et tout à coup, on s'est aperçu que le système français, le système éducatif français, le meilleur du monde, il était quand même très, très mal classé. Et on a vu au cours de la décennie, à travers l'enquête 2000, l'enquête 2003, l'enquête 2006 et maintenant l'enquête 2009, la France se casser la figure petit à petit. Alors, je veux bien que ce ne soit pas vrai, mais il se trouve que des études faites par des gens qui, a priori, n'ont pas intérêt à montrer que la France est nulle, qui n'ont rien à voir avec Alain Finkielkraut, ces études-là prouvent qu'il y a un réel souci. Alors, ça vient corroborer les analyses que peuvent faire non seulement quelques essayistes, mais aussi des gens plutôt sérieux, énormément de professeurs qui ont fait des tests nombreux dans leur classe, parce que tous les professeurs n'expliquent pas que c'est formidable et que tout va bien. Ça n'est pas vrai. Beaucoup, malheureusement, vivent un enfer dans leur classe, un enfer non seulement parce qu'ils sont l'objet de comportements, mais qui sont insoutenables. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui supporteraient ce que supportent les professeurs. Et pas seulement dans quelques lycées difficiles, parce qu'ils sont en permanence remis en
cause, parce que l'idée qu'ils se font de leur métier, c'est-à-dire le fait qu'ils sont là pour transmettre des savoirs et pour essayer justement de donner ce que eux ont reçu, eh bien ça devient de plus en plus difficile, parce qu'ils sont en permanence en but à une forme d'indifférence généralisée, de refus absolu du travail, différentes choses. Il suffit d'interroger des professeurs pour voir que ce que je raconte n'est pas simplement l'effet de mon imagination et que mon travail de journaliste ne consiste pas à me lever le matin et à mouiller le doigt, mais à aller enquêter sur le terrain, à rencontrer des gens, à leur parler, à savoir ce qu'ils disent et à essayer d'en tirer une vision globale de la situation. Et encore une fois, dans la mesure où des études vraiment rigoureuses ont tendance à confirmer un diagnostic que je dressais il y a déjà quelques années, je pense il serait temps maintenant d'en tenir compte. L'autre argument que vous me donniez, à savoir que les savoirs se sont transformés, je veux bien que les savoirs se soient transformés, mais la capacité à comprendre un texte en langue française du 19e ou du 20e siècle, ça, c'est un savoir qui est nécessaire encore maintenant. Internet n'a pas modifié la nécessité de connaître sa langue. Or, je suis navrée, mais là aussi, toutes les études montrent que les performances en lecture, en compréhension de la part des élèves sont en baisse. Et d'autant plus, je le sais d'autant plus que je continue à enseigner. Ça fait 8 ans que j'enseigne à des jeunes bacheliers et que je vois qu'ils sont devenus incapables, et j'ai vu sur 8 ans la baisse, qu'ils sont devenus incapables de lire un texte du XVIe ou du XVIIe siècle et de le comprendre, ils ne le comprennent pas. Et que ça devient de plus en plus difficile pour des textes même du XIXe ou du XXe siècle qui nous semblent des textes, on va dire, assez classiques. Donc voilà, c'est peut-être l'effet de mon imagination, mais nous sommes de plus en plus nombreux quand même à nous illusionner de cette façon-là. Navré pour la question du fond, mais je crois qu'il est parti d'ailleurs. Mais il est presque 21h, on a énormément débordé. Merci à tous les 4 pour le brio de vos interventions, c'était passionnant. Et puis à très bientôt. La prochaine fois, c'est les libertés publiques.